Bonsoir à tous, c'est notre dernier rendez-vous ce soir avec les têtes de liste bruxelloises à la Chambre et j'ai le plaisir de recevoir Didier Reynders, tête de liste MR. Bonsoir Didier Reynders. Alors, hommage unanime par rapport au décès de Jean-Luc Dehaene. Ce décès intervient à un moment très particulier, quelques jours d'un scrutin électoral. Selon vous, est-ce que ça pourrait avoir une influence sur ce scrutin ? Ça peut toujours avoir une influence, mais c'est très difficile de mesurer dans quel sens. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'on doit d'abord rendre hommage à Jean-Luc Dehaene, ce que l'on a fait dès hier. Moi, j'étais surpris par l'annonce parce que je croyais qu'il se reposait en France et qu'il avait pris peut-être avec ce repos un peu de retour à la vie active plus forte, c'est ce qu'il annonçait. Voilà, le choix a été différent. Et vous dites que ça pourrait avoir des conséquences, mais... Aucune idée de savoir dans quel sens. Je crois seulement qu'hier, la seule conséquence a été que nous avons décidé un moment d'hommage et dès lors de reporter les débats. J'avais un débat prévu hier soir à l'RTBF. On a proposé de le reporter à lundi. Je crois que c'est la moindre des choses que l'on doit faire dans des circonstances comme celle-là. Et surtout, moi, j'ai eu des contacts avec Jean-Luc Dehaene depuis plus de 30 ans. Je le connaissais comme jeune collaborateur. J'ai eu des contacts tout de suite avec lui puisque je travaillais avec Jean Gaulle dans les gouvernements Martens-Gaulle. Et puis je l'ai revu très souvent par la suite. Donc je crois qu'hier, on n'avait pas vraiment l'esprit à se lancer dans des débats. Alors c'est vrai qu'on salue son importance, sa collaboration pour la création de la région bruxelloise, mais c'est vrai qu'on occulte aussi le fait que finalement, il servait aussi sa communauté et que lors d'une réforme de l'État, il a appauvri les francophones. Et ce sont des choses qu'on dit peu aujourd'hui. Oui, mais je crois qu'au moment d'un départ, on essaie de mettre en avant un certain nombre de qualités, un certain nombre d'éléments forts d'une personnalité. Maintenant, c'était aussi un homme politique flamand, du CDNV, enfin CVP à l'époque, et donc il défendait évidemment sa communauté, il défendait son projet politique. Ça, on ne va pas le lui reprocher, c'était aux francophones de résister. Quand la loi de financement a été faite, malheureusement, à l'époque, les francophones, au PS ou au PSC, à l'époque, n'ont pas tellement résisté. Alors, un des moments les plus compliqués de sa carrière, a-t-il dit, c'était l'affaire du trou, les enlèvements d'enfants. Je voudrais revenir un peu sur votre déclaration à la RTBF. Sans les libéraux, il y a eu des enlèvements d'enfants. Vous vous êtes excusé. Est-ce que vous avez l'impression, on a dit à ce moment-là que ça aurait un impact sur la campagne. Est-ce que vous avez l'impression que vous le ressentez, cet impact-là, et que ça pourrait finalement avoir des conséquences? Oui, l'impact que je ressens, c'est beaucoup de gens qui viennent me dire que j'avais raison, en tout cas, d'évoquer les dysfonctionnements des années 90, et beaucoup de gens ont compris cela. J'ai présenté des excuses à ceux qui ont pu, parmi les citoyens, se sentir blessés, mais j'ai par exemple appelé Jean-Denis Lejeune, que je connais depuis longtemps, et avec lequel on a eu une très longue conversation, parce que je souhaitais lui expliquer effectivement le message. Le message était très clair, c'était de dire on a connu effectivement un grand nombre de dysfonctionnements dans les années 90, mais je vous rassure, tout se passe très bien. Les gens qui m'en parlent positivement, en disant on avait bien compris le message. Alors un mot sur les contours aussi de la future coalition. Il y a une tendance lourde, Laurette Onkeling, c'était à votre place hier, et le message c'est l'Olivier si c'est possible. Est-ce que vous vous sentez isolé aujourd'hui? Non, moi, à la différence des autres formations politiques, notre message c'est le programme. Je comprends que quand on n'a pas vraiment de propositions à formuler, quand on sort de 10 années de majorité, qui à Bruxelles se traduisent par l'immobilité, alors qu'il y a des besoins en mobilité très fortes, se traduisent par un très haut taux de chômage des jeunes, il faut proposer des choses en formation professionnelle. Je comprends quand on est face à ce constat-là, on parle beaucoup de coalition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux électeurs d'un projet, d'un programme, d'un changement pour Bruxelles, en faisant en sorte que l'on puisse réellement modifier le cours des choses. Les coalitions, les électeurs doivent d'abord choisir. Oui. Mais en même temps, Laurette Onkeling disait, on a regardé les programmes et on se sent plus près du programme du CDH d'Écolo, voire du FDF. Mais je ne sais pas quel est le programme exact du PS. Moi, j'ai sorti il y a quelque temps un livre sur Bruxelles et je souhaite vraiment rassembler Bruxelles pour tous sur le fond. Vous écouterez les déclarations des autres, les exclusives, les choix. Moi, je ne me lance pas dans les invectives, je me lance dans la défense d'un programme. Et ce programme vise vraiment à changer la situation de Bruxelles. Je participe à beaucoup de débats. Tout le monde, majorité comme opposition, commence par le même constat. On a un énorme problème de mobilité, on a un énorme problème de chômage des jeunes, et je pourrais dire en plus, on a un problème d'une certaine ghettoisation, quand on regarde Bruxelles, des quartiers pauvres, mais comme des quartiers plus favorisés qui se replient sur eux-mêmes. Et ce que nous, les libéraux, nous voulons faire, c'est changer ce qui a probablement été mal fait pendant les 10 dernières années. C'est ça l'alternance politique, en venant avec un autre projet, répondre à ces vraies préoccupations des citoyens bruxellois. Par rapport à cette alternance, il y a un message brouillé au sein du MR, il y a 2 candidats ministres-présidents. Il n'y a aucun candidat. Nous sommes candidats à être élus, et nous sommes candidats, je le répète, à parler du fond. Je sais que vous êtes beaucoup plus passionnés par la situation du 26 mai, par les coalitions, par la déclaration des uns et des autres. Je souhaite, comme Vincent De Wolf, qui mène la liste à la région, comme tous nos candidats et nos candidates,
parler du fond. Je crois que nous avons peu de temps. Il me semble quand même que pour les Bruxelloises et les Bruxellois, ce qui est important, c'est de savoir ce que nous pensons. Si nous gagnons les élections, notre ambition, c'est d'être la première force politique à Bruxelles, d'être la première famille politique. Mais on peut se retrouver dans l'opposition en étant la première force politique. C'est ce qui vous est arrivé en 2009. Est-ce que l'on peut aussi imaginer de s'adresser, ce que je souhaiterais, aux Bruxelloises et aux Bruxellois à propos de ce que nous voulons leur apporter pour Bruxelles. C'est à eux de choisir. Ce n'est pas à vous ni à des candidats d'autres partis de dire qui va faire quoi. Moi, je veux convaincre les Bruxelloises et les Bruxellois. Il faut aussi pouvoir avoir des partenaires. Et par rapport à cela, ça a une importance. Beaucoup de partenaires sont possibles. J'ai deux exclusives, les partis extrémistes. Et je l'ai dit, à Bruxelles, et le VLD est d'accord avec nous. C'est la seule famille politique qui est vraiment d'accord sur ce point. La NVA n'est pas un partenaire possible parce que la NVA ne veut pas du développement de Bruxelles, veut même détruire l'institution bruxelloise. Mais cela étant, avec l'Open VLD, ce que nous souhaitons, c'est être la première formation politique, je le répète, en région bruxelloise. Et si je me présente à la tête de liste à la Chambre, c'est parce que c'est non seulement la région bruxelloise, c'est même 25 communes, ce sont des Belges de l'étranger. Et je souhaite pouvoir de temps en temps, mais je vous laisse poser vos questions. J'ai encore une question à vous poser. Oui, mais je souhaite de temps en temps pouvoir m'adresser aux Bruxelloises et aux Bruxellois sur nos propositions sur le fond. On va le faire pendant tout le reste de l'émission, mais j'ai encore une question à vous poser par rapport au positionnement politique. Vincent De Wolf a déclaré qu'il pouvait être ministre de Rudy Vervoort. Est-ce que c'est votre cas aussi? Mon ambition, c'est que nous soyons dans la majorité et que nous y jouions le rôle le plus fort. Mais je ne vous parlerai ni de candidature, ni de place. Je veux dire aux Bruxelloises et aux Bruxellois pourquoi faire. Ce n'est pas pour occuper quelle fonction, c'est pourquoi faire. C'est le débat que nous menons au fédéral, où là nous voulons clairement baisser le coût du travail, baisser les impôts sur les revenus les plus faibles du travail parce qu'on veut aider le pouvoir d'achat. Mais si on fait ça au fédéral, si on peut enfin avoir un vrai programme socio-économique en laissant l'institutionnel de côté, ça nous permettra aussi de décliner un programme bruxellois et de changer l'orientation à Bruxelles. Parce que je le répète, à Bruxelles, il y a de vrais besoins. On doit passer de l'immobilité en termes de circulation à la vraie mobilité, à de vrais enjeux. J'ai fait des propositions en la matière. On doit aussi passer à de vraies solutions pour les jeunes. Et si vous permettez, pour des jeunes aujourd'hui qui sont sans emploi, il est quand même plus important de savoir que nous voulons leur offrir une vraie formation en entreprise que de savoir que tel responsable de parti a fait des choix de coalition. Nous voulons vraiment leur dire, et notamment pour lutter contre la discrimination à l'embauche, organisons une formation en entreprise. Et si cette formation a lieu, quel que soit votre prénom, votre couleur de peau, votre origine, si vous réussissez cette formation, vous aurez un emploi. Allez, justement, vous parlez des jeunes, Didier Reynders, on va donner la parole aux jeunes. Ils participent régulièrement à notre émission Fort de Café, ils s'expriment sur l'actualité. Alors on leur a demandé à cette occasion ce qu'ils pensaient du MR. On les écoute, vous réagissez après. Le MR est un parti de droite, très à droite. J'irais même plus, il devrait même plus s'appeler libéraux, il devrait s'assumer et s'appeler néolibéraux, c'est-à-dire avoir une politique économique vraiment très très enclée. Voilà, le MR pour moi c'est le parti de droite en Belgique francophone qui aimerait que la Belgique détricote complètement sa sécurité sociale, laisser toute liberté possible aux actionnaires et aux entreprises. Parce qu'ils pensent que stimuler l'activité par les entreprises et les grandes multinationales, effectivement, ça favorise l'économie, donc ça favorise l'emploi. Et donc au final, mais ils ne sont pas contre non plus un modèle d'État-providence et de redistribuer d'une certaine manière. Je ne pense pas qu'ils veulent détricoter totalement l'État-providence belge. Ça, je crois que c'est un petit peu exagéré de dire ça. C'est vrai que comme tu dis, déjà c'est parce qu'en Belgique, on n'a pas des mouvements ultra-libéraux. Et le MR ne s'inscrit pas dans des mouvements ultra-libéraux d'un point de vue économique. Ils sont assez sociaux quand même aussi. Bon, c'est pas le PS, mais ils sont assez sociaux. Mais moi, ce qui me choque avant tout avec le MR, c'est ces espèces de... On dirait qu'il y a un double MR à l'intérieur du MR. Il y a des petites guéguerres à l'intérieur du MR. Quand je vois par exemple Reynders qui critique le projet du nouveau stade national proposé par Alain Courtois. Alain Courtois, il est du MR aussi. En fait, c'est drôle, comme quand on dit MR, c'est tout de suite politique économique. Hein, ça vient tout de suite. Moi, j'ai surtout l'image, le MR, c'est pour moi la bourgeoisie. Et un peu le multiculturalisme forcé. Quand j'étais enfant, j'ai toujours vu, on va dire, des belgo-belges. Et puis quand j'ai grandi, ça a commencé avec quelqu'un d'origine africaine, quelqu'un d'origine marocaine. Mais c'est vraiment un peu forcé, quoi. C'est pour dire, vous savez, nous, le MR, on n'est pas des belgo-belges, nous ne sommes pas des quartiers sud de Bruxelles. On peut aussi être des quartiers nord de Bruxelles et on peut avoir cette image un peu multiculturelle. Moi, je pense qu'il faut s'assumer, il faut s'assumer et s'assumer jusqu'au bout. Il y a aucun problème. J'ai aucun problème avec les gens qui
qui préfèrent rester entre belgo-belges. J'ai aucun problème avec ça. Mais sauf que moi, c'est un peu cette image fausse comme ça. Cette image fausse de la multiculturalité, moi, ça me dérange. Alors, image fausse, multiculturalisme forcé, Didier Renders, vous avez envie de dire quoi à cette jeune fille ? J'ai envie de lui dire ce que j'aurais aimé dire depuis le début de cette émission, c'est ce que nous sommes. Parce que vous m'avez interrogé sur beaucoup d'autres choses, mais pas vraiment sur ce qu'est l'EMR. Je comprends que des jeunes, parfois, ne comprennent pas bien ce qu'est le programme au fond d'un parti, puisque très souvent, à travers la presse, on s'intéresse à autre chose qu'au programme. Alors justement, le programme, quand j'entends ce qui vient d'être dit, je salue ce qu'un jeune disait. Ce que nous voulons, nous, c'est une vraie protection sociale. Si on veut vraiment des soins de santé de qualité, si on veut vraiment... Mais les jeunes disaient aussi que c'est un vrai parti de droite, hein. Vous permettez simplement que je réponde aux jeunes, c'est gentil. Je vous dis simplement, nous sommes un parti de centre droit et nous l'assumons. Mais je vous répète, pour répondre aux jeunes, que nous voulons une véritable protection sociale. Et si l'on veut des soins de santé de qualité, si l'on veut le paiement des pensions et même une amélioration des pensions, pour cela, il faut créer de l'activité, il faut créer de l'emploi. Et si l'on veut baisser les charges sur le travail, comme nous le proposons, si on veut aider le pouvoir d'achat en baissant aussi l'impôt sur les bas et les moyens revenus, c'est pour donner cette dynamique. C'est en créant de l'activité et de l'emploi que l'on garantira la protection sociale. Et quand j'entends parler de diversité, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de discrimination à l'embauche, malgré une majorité Olivier depuis 10 ans qui s'est développée progressivement. Qu'est-ce que l'on constate ? Beaucoup de jeunes à Bruxelles, les moins de 25 ans à Bruxelles, et je m'adresse aux jeunes qu'on vient de voir, beaucoup de jeunes sont sans emploi. 16% des moins de 25 ans en Flandre, 30% en Wallonie. Tout le monde le fait. Comment on règle ce problème ? Ce constat-là, tout le monde le fait, mais il y a une majorité qui est là, Olivier, à gauche. Nous sommes au centre droit, et je dis simplement que dans certains quartiers, on va jusqu'à plus de 50% de jeunes de moins de 25 ans au chômage. Comment régler cela ? Je vous l'ai dit. En baissant les charges d'abord pour que les entreprises embauchent plus facilement, mais en révolutionnant la formation professionnelle, en l'organisant en entreprise et non plus dans des écoles techniques ou professionnelles où souvent, sur des équipements du 19e siècle, on apprend un métier du 21e. Si on fait cela en bout de formation, quand une jeune ou un jeune a réussi sa formation, je vous le disais, quel que soit son prénom, sa couleur de peau, son origine, il devra trouver un emploi. C'est un engagement que l'on doit prendre avec les entreprises. Et donc j'ai tendance à dire à ces jeunes, qui ont parfois, je peux le comprendre, des idées très clichés sur les formations politiques, ce que nous voulons vraiment, c'est une vraie protection sociale grâce à la création d'emplois, mais c'est aussi lutter contre le risque d'explosion sociale quand on voit de plus en plus de jeunes laissés au bord du chemin et subissant des discriminations. Alors un des jeunes vous interpellait sur le double discours du MR entre vous et Alain Courtois sur la question du stade. C'est vrai que vous vous êtes déclaré ici, d'ailleurs, sur ce plateau, sceptique par rapport au nouveau stade. Vous n'étiez pas un farouche défenseur. Est-ce que vous avez changé d'avis par rapport à ça ? Je me renseigne, donc je me suis renseigné, j'ai été voir les responsables de la fédération, j'essaie de connaître l'ensemble des éléments. Et nous saurons probablement dans quelques semaines si effectivement il y a une possibilité de développer. Et vous avez changé d'avis alors ? J'attends de voir s'il y aura des propositions concrètes de réalisation du stade quand des entreprises devront se présenter. Mais je vous avoue que c'est un dossier qui me paraît un peu marginal par rapport à ce que les jeunes... Ça peut créer aussi de l'activité aussi, ça peut créer de l'activité aussi à Bruxelles. Mais j'ai toujours dit qu'il fallait un stade à Bruxelles. Le problème, c'est de savoir où on le place, c'est tout. Simplement, je voudrais quand même répondre aussi aux jeunes que j'entendais. Nous sommes un parti de centre droit, bien entendu, nous l'assumons, mais nous sommes présents partout. À Molenbeek, c'est François Skepmans qui est devenu bourgmestre et qui dirige la commune tout autant que nous avons des bourgmestres dans d'autres communes bruxelloises. Nous sommes présents partout sur le territoire bruxellois. Mais ce que nous souhaitons clairement, c'est assumer cette politique de centre droit face à un rassemblement d'autres partis qui sont plutôt à gauche. Ça, c'est la vie politique. Alors, un mot sur la fiscalité. Alors, je ne vais pas vous poser une question sur la fiscalité au fédéral. Vous vous êtes déjà beaucoup expliqué là-dessus. Mais sur le volet bruxellois, en fait. Parce que vous avez prévu toute une série de suppressions. La suppression de la taxe régionale, vous agissez sur la fiscalité du travail avec la suppression de la taxe d'agglomération, réduction de la fiscalité sur les entreprises, réduction des droits de succession. Alors tout ça, ça fait plus de 200 millions d'euros. Comment est-ce qu'on finance ça, Didier Renders, connaissant les finances de la région bruxelloise ? D'abord, il faut que tous les niveaux de pouvoir s'y mettent. On doit donc continuer à la fois à réduire les dépenses. Il y a des efforts budgétaires qui ont été faits. Moi, je salue ce que Guy Van Engel a fait comme ministre du Budget. On doit continuer dans cette voie de réduire un certain nombre de dépenses. On doit aussi utiliser le refinancement de Bruxelles. Et je l'ai toujours dit, ce refinancement, il va permettre de baisser les charges, d'aller vers une baisse de charges sur l'activité, sur le travail. Les FDF disent que les fruits du financement, ils sont quasiment épuisés. Déjà. C'est possible, mais en tout cas, moi, je crois que ce n'est pas vrai. Je pense simplement qu'il y a une capacité d'aller
aller vers une réduction des charges pour soutenir l'activité. Et nous avons obtenu dans la réforme de l'État un refinancement de Bruxelles. C'est pour ça que j'ai tellement insisté sur la formation professionnelle, parce que nous sommes convaincus que c'est là qu'il faut mettre l'accent. Et donc vous êtes convaincu de l'effet retour, quoi. Pour une partie, mais ça tout le monde en est convaincu. Si on baisse les charges sur le travail, c'est évidemment pour avoir une création d'emplois, une création d'activité. Mais je dois vous dire, ce que disait Loreto Kellings hier, c'était qu'une partie de ces allègements, vous allez les financer en sabrant dans la politique du logement. Mais pas du tout. Ce que je crois simplement, c'est qu'il y a une autre politique du logement possible. Moi, je ne souhaite pas, comme le disait M. Magnette, taxer les loyers. Bon, le Parti socialiste a un peu bougé. Il s'en défend. Il l'a dit, il a proposé à un moment donné de taxer les loyers. Je crois que c'est très dangereux face à un investissement dont on a besoin dans l'immobilier. C'est très dangereux aussi pour les locataires, parce que c'est eux qui finiront par payer cette taxation. Mais ceci dit, quand on regarde le programme de Bruxelles, vous indiquez effectivement des réductions dans le budget. Vous m'interrogez sur le logement. On ne prévoit aucune réduction. Ce que l'on prévoit, c'est de dire, plutôt que d'annoncer des investissements massifs du secteur public dans le logement social, on pourrait utiliser mieux cet argent, de deux façons, si vous permettez que je vous l'explique. Rapidement. Merci. Oui, mais j'essaye de le faire à la place des autres formations. Vous me citez des tas de formations publiques. Moi, je suis là pour les libéraux. Ce que nous voulons, c'est des allocations logement. Avec une allocation logement, on peut, pour beaucoup moins de budget, permettre d'offrir un logement à beaucoup plus de monde, plutôt que de construire sans cesse du logement social. On trouve aussi cette allocation loyer dans d'autres programmes, Didier Reynders. Mais tant mieux si d'autres nous rejoignent. Mais vous voyez donc bien que les idées que nous portons en matière de logement ont peut-être une chance d'être un jour acceptées. Jusqu'à présent, l'allocation logement, elle a été proposée par les libéraux au Parlement bruxellois, elle n'a pas été acceptée. Est-ce qu'il faut, pour faire cette allocation loyer, il faut avoir une grille de loyer pour ne pas que ça se répète? Non, il faut simplement qu'il y ait un accord avec des propriétaires qui mettent, par exemple, leurs biens dans une agence immobilière sociale et que l'on évite que l'allocation entraîne une augmentation des loyers. Mais on ne doit pas pour ça réglementer l'ensemble des loyers. La deuxième mesure, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, pour des jeunes qui ont même un salaire tout à fait décent, il devient très difficile de se loger à Bruxelles dans un certain nombre de quartiers. Et donc ce jeudi, il y a des avantages en nature aujourd'hui qui aident à toute une série de choses, la mobilité, des voitures de société. On offre à des jeunes des ordinateurs, on offre à des jeunes un certain nombre d'autres outils comme un GSM. Pourquoi ne pas permettre que des entreprises puissent aussi ouvrir un avantage en nature dans une aide au logement? Il y a des jeunes, je crois, qui s'installent, qui souhaiteraient pouvoir vivre dans Bruxelles, et plutôt que de disposer d'une voiture de leur entreprise, préféreraient obtenir une aide au logement. Vous voyez qu'on peut le faire avec une allocation pour les plus défavorisés, ceux qui n'arrivent pas à obtenir un logement. L'allocation logement, à mes yeux, est plus efficace que la création en masse de logements sociaux. Et puis à côté de cela, même pour des couples qui s'installent et qui ont des revenus, leur donner une aide à travers d'autres avantages que, par exemple, les voitures de société. Une question sur la fiscalité environnementale. Vous en parlez dans votre programme. Alors, vous dites qu'il faut appliquer le coût vérité en matière de collecte des déchets en région bruxelloise. Ça veut dire quoi? Il faut instaurer les sacs payants? Il faut essayer de regarder d'abord exactement. Il y a un bilan à faire, un audit dans beaucoup de matières. C'est d'essayer d'instaurer effectivement une vérification de ces coûts. Je ne vais pas réexpliquer ce que d'autres ont expliqué probablement sur votre plateau, mais en région bruxelloise, je pense qu'on doit faire un audit d'un certain nombre de filières, et c'est le cas notamment pour vérifier quel est le coût exact en la matière. Et donc l'appliquer, coût vérité, ça veut dire que... Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra regarder ce que... Comme en Wallonie, où il y a beaucoup de sacs payants un peu partout. Si vous me permettez que je vous donne la réponse du MR plutôt que la vôtre, il s'agit de voir en bout de course quelle est la part qui sera supportée par l'utilisateur et quelle est la part qui peut être supportée par la région. Mais je vous rappelle une chose, je me présente à la Chambre des représentants. Je me présente sur 25 communes. Je me présente pour faire en sorte que les libéraux, s'ils en ont l'occasion, aient une influence, pas seulement en région bruxelloise, mais à travers cela aussi au niveau fédéral, à la Chambre des représentants, donc dans un gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce que je crois, et je l'ai vu beaucoup ces dernières semaines, on caricature la Belgique pour l'instant. On donne l'impression qu'il y a uniquement des nationalistes dans le nord du pays et des socialistes dans le sud. Il y a même eu des débats TV réservés à ces deux partis, qui font d'ailleurs la campagne l'un de l'autre à travers cela. Moi, je veux démontrer qu'il y a une troisième voie, qu'il y a aussi des libéraux, et en particulier à Bruxelles, et qui pourront peut-être, en étant les premiers, les plus forts à Bruxelles, changer cette vision caricaturale du pays. Je voudrais vous poser quelques questions sur la justice. Alors, c'est une compétence qui a été gérée par une ministre Open VLD. Vous avez peut-être vu en début de semaine une réaction de tous les acteurs de la justice en disant qu'il y a un zéro pointé en matière de gestion de ce département. Est-ce que vous partagez cet avis? Francis Delperret, qui était à votre place il y a quelques jours, confirmait effectivement que beaucoup de choses ont été très mal faites dans ce secteur et qu'il faut remettre à plat toute une série de politiques. Il les a toutes votées avec la majorité à laquelle il
faisait partie. Donc voilà, on peut évidemment s'éloigner au moment d'une élection de tout ce qui a été fait. Ce que je constate sur un point, par exemple, c'est que depuis que Mme Turtelbaum a eu en charge la justice, les peines sont maintenant beaucoup plus exécutées. Avant, les peines de moins de 3 ans de prison n'étaient pas exécutées. Maintenant, avec des bracelets électroniques, avec toute une série d'autres formules, on renforce l'exécution des peines. Et c'est un des thèmes importants pour nous. C'est lutter contre l'impunité. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de sentiment d'impunité, ni de la part des personnes coupables d'un certain nombre d'infractions, ni surtout pour leurs victimes, qui se disent « a-t-on vraiment appliqué une peine ?» Alors qu'il y ait des réformes à faire en matière de justice, bien entendu. Il faut d'ailleurs que tous les acteurs de la justice... Aide juridique, vous l'indiquez dans votre programme. Oui, il faut que tous les acteurs de la justice de détention également. Oui, je le répète, il faut que tous les acteurs de la justice y participent. Mais par exemple, ces dernières années, enfin, alors que les détentions étaient dans des conditions désastreuses, on a pu construire de nouvelles prisons. Il y en a d'ailleurs une aussi en préparation à Arennes, en région bruxelloise. Je vous invite à visiter, ça permettra d'éviter ce que l'on a connu pendant des années à Saint-Gilles et à Forêt, des conditions désastreuses de détention. Alors, une question sur les sanctions administratives communales applicables pour les mineurs dès 14 ans. Alors, beaucoup de communes, même certaines où le MR est dans les majorités à Bruxelles, ne l'appliquent pas. Est-ce que ça vaut la peine de maintenir ce dispositif ? Ça vaut la peine d'avoir cet outil et de laisser aux élus locaux le soin de choisir. Il y a des communes qui ne connaissent pas de problème. Qu'est-ce qu'on envoie comme message, en fait, aux jeunes ? On envoie un message de responsabilité. Donc, qu'on peut être sanctionné à Etterbeek, mais pas sur la ville de Bruxelles. Non, ça veut simplement dire qu'on envoie un message de responsabilité et qu'il y a, selon les zones dans lesquelles on se trouve, des priorités que l'autorité communale peut choisir. Ça vous échappe peut-être, mais il y a des zones en Belgique, des zones rurales, des zones urbaines. Il y a des communes à Bruxelles qui n'ont pas les mêmes problèmes les unes par rapport aux autres. Et donc le message, c'est pas de dire on va sanctionner ou non les jeunes, on va surtout définir les types d'infractions qui vont faire l'objet de ces sanctions. Oui, mais pour en faire une sanction à Etterbeek et 100 mètres plus loin sur le territoire de la ville, ça ne fera pas l'objet d'une sanction. Est-ce que c'est un signe cohérent ? Vous me semblez ne pas savoir qu'il y a plusieurs zones de police à Bruxelles, que chacune présente, bien entendu, dans un cadre plus général, mais un plan en matière de sécurité. Je parle de sanctions administratives communales. Mais que déjà aujourd'hui, pour toutes les activités de sécurité, il y a des choix qui sont faits en fonction des caractéristiques des zones. Et c'est assez normal. C'est ça la démocratie communale, que des élus locaux, en concertation avec la population, voient ce qu'il y a lieu de faire dans la commune. Ce sont toujours des élus qui en décideront à l'échelon local. Allez, on va passer maintenant à la question du jeune. Il a une question à vous poser. On l'écoute, c'est Louis. Récemment, les jeunes MR ont proposé de légaliser le cannabis. Cette proposition a été rejetée par votre parti. Alors, je vous demande, est-ce que cette voie de la prohibition des drogues est-elle la bonne voie à suivre ? Parce que pour l'instant, tous les résultats que ça a donné, c'est désastreux en matière de santé, de prévention et surtout, ça favorise le marché noir et tout ce que ça implique. Non, nous restons effectivement toujours dans la voie de la prohibition en matière de drogue. On sait qu'il y a des situations particulières en termes d'usage. On ne poursuit pas tout usage, mais nous sommes totalement opposés à une dépénalisation en la matière. Et donc quand les jeunes MR disent que ça manque de clarté au niveau de la législation... Mais il est normal que des jeunes, et j'espère d'ailleurs que quand vous rencontrez des jeunes, vous le constatez, que des jeunes puissent avoir une force de proposition, formuler des avis qui ne sont pas nécessairement ceux de l'ensemble d'une formation politique qui représente l'ensemble de la population. Mais à nouveau, est-ce que vous ne trouvez pas que ce message-là manque de clarté, puisque finalement on tolère la détention de 3 grammes alors qu'on interdit la vente? Est-ce que c'est un message clair qu'on envoie aux jeunes? Oui, c'est un message clair. Je peux vous dire que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et je souhaite que ce message reste clair pour les décourager d'aller vers quoi que ce soit vers la consommation de ces drogues. Et nous avons fait cela, nous le maintenons et je pense que l'on va maintenir cette logique dans les prochaines années. Alors une question encore, il nous reste peu de temps hélas pour aborder donc les aides à l'emploi. Alors il y a plus de 100 plans qui coexistent, écrivez-vous. Alors une de vos mesures, c'est en fait supprimer l'obligation de démontrer des délais de chômage minimaux pour bénéficier des aides à l'emploi. C'est un non-sens, dites-vous. Est-ce qu'on ne risque pas de priver certains groupes cibles particulièrement fragiles de ces aides à l'emploi? Je suis vraiment impressionné de la façon dont vous croyez chaque fois que tout ce que nous proposons pose un problème. Laissez-moi peut-être alors vous l'expliquer. Concrètement, ce que nous voulons, c'est d'avoir des mesures beaucoup plus simples d'abord. Ne pas avoir une multitude, comme on les connaît aujourd'hui, d'aides à l'emploi. Mais pourquoi faut-il qu'un jeune, par exemple, soit obligatoirement inscrit au chômage pour qu'on puisse l'embaucher avec une aide dans une entreprise? Ce que nous disons, ce que nous voulons, c'est pas donner un emploi de chômeur, un emploi temporaire subventionné. Beaucoup de partis disent pendant 6 mois, pendant 12 mois, on va vous donner un emploi subventionné. Et puis après, vous retournez au chômage. Nous, ce que nous voulons, c'est, je l'ai dit, baisser les charges sur le travail et faire en sorte qu'il y ait des emplois durables. Qu'un jeune, et notamment à Bruxelles, bénéficie enfin d'une vraie formation professionnelle,
que les baisses de charges permettent à l'employeur de l'embaucher, mais pas pour une petite période, dans un vrai contrat à durée indéterminée. C'est cela que nous disons en disant, plutôt que d'avoir une multitude de mécanismes d'aide à l'emploi, baissons les charges, organisons vraiment la formation et de grâce, donnons aux jeunes la capacité d'avoir des contrats à durée déterminée, d'entrer dans un véritable emploi et pas dans des emplois de transition entre un stage d'attente et le chômage. Alors, par rapport aux emplois de transition, vous avez aussi une proposition qui dit qu'après 24 mois de chômage, en fait, un demandeur d'emploi peut se voir imposer, c'est ce que vous indiquez, un certain nombre d'heures par semaine dans le cadre d'activités d'intérêt public. En quoi pensez-vous que cette mesure-là va remettre le pied à l'étrier? Et est-ce qu'il n'existe pas déjà des systèmes comme les chèques ALE pour permettre... Il n'existe pas suffisamment de mesures en la matière. Et puis surtout, il y a des jeunes aujourd'hui qui, après une longue période d'inactivité, ont perdu même le lien avec la vie sociale ou la vie économique. On rencontre régulièrement, si vous en parlez avec des gens qui sont chargés de la remise au travail, des jeunes à qui il faut réapprendre simplement à respecter un horaire, à se lever, à venir à un horaire précis. Eh bien, ça se fait, par exemple, en prévoyant, après un certain nombre de mois de chômage, de dire prestons au moins un certain nombre d'heures. Ça permet de remettre le pied à l'étrier de la formation. En matière de chômage, on a fait dans le gouvernement sortant un certain nombre de réformes. Et moi, je suis tout à fait prêt à assumer ces réformes parce que je crois que l'on doit vraiment concentrer les moyens de l'aide aux chômeurs pour les aider à des formations et pour les aider aussi à mettre le pied à l'étrier dans un véritable emploi. Mais je voudrais que vous précisiez, peut se voir imposer, on impose à partir de quand? Eh bien, c'est ce que je dis, ce sera un choix en fonction du parcours individuel. Vous savez qu'on essaye de plus en plus d'individualiser le parcours pour tenir compte des efforts de formation, des efforts d'accès à l'emploi. Bien entendu, si des jeunes sont dans une situation, dans un domaine ou dans une région où ils n'arrivent pas à trouver un emploi, cette obligation ne viendra pas. Mais c'est normal, tout le monde le souhaite, d'ailleurs qu'on individualise de plus en plus l'accompagnement des jeunes qui sont au chômage. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci en tout cas Didier Reynders. Le prochain rendez-vous avec l'actualité politique, c'est demain avec Fabrice Grosfilet dans Les Experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à la même heure, 18h25, pour un débat entre les têtes de liste flamandes à la région. Très bon week-end à tous, à lundi.